Saint-Martin. Bonsoir la Caraïbe. Avant de commencer, laissez-moi, au nom de toute la communauté Caribbean Boss Lady, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Let me wish you a happy new year to you and your family while listening to us, and may this year be a year of strength and fulfillment. So, we are back on track. On est de retour avec Women on Top, votre show présenté par Caribbean Boss Lady et Radio Saint-Martin, un show dans lequel on parle leadership au féminin caribéen. Ce soir, nous recevons une femme que j'apprécie énormément et que j'ai la chance d'appeler mon amie, Betty Fosta, qui est une Guadeloupéenne. Elle est PDG d'IPEOS e-Solutions, une entreprise innovante qui développe depuis près de 20 ans des solutions numériques axées sur l'open source. Ancienne présidente de JCI, Betty Fosta, à la base spécialiste de relations internationales, a été la première femme noire dans la Caraïbe à lancer une entreprise dans les NTIC. Ancienne présidente cofondatrice très dynamique de Guadeloupe Tech, l'association des acteurs et entrepreneurs du numérique de Guadeloupe, elle a fortement influencé nombre de jeunes femmes à s'engager dans la tech et à travailler en réseau. Représentante de Blacks in Technology France, elle plaide également en faveur de la valorisation de la diversité dans les métiers de la tech. Depuis peu, membre du Nominating Committee de l'ICANN, elle se profile comme une force motrice qui pourrait avoir un impact significatif sur la Caraïbe en 2024 et surtout, elle est en bonne position dans le top 15 de la Caribbean Boss Lady Power List. Bonsoir Betty Fosta. Bonsoir Axel. Merci d'être avec nous. Comme je disais tout à l'heure à nos auditeurs et auditrices, je ne vais pas te vouvoyer, Betty, puisqu'on se connaît depuis des années et on en a fait des choses ensemble. Merci d'être mon invitée pour cette première émission de l'année 2024 de Women on Top. Merci à toi. Thanks for all people from Saint-Martin. Très bien. Alors Betty, tu es en direct depuis la Guadeloupe, au téléphone avec nous qui sommes à Saint-Martin. Nous te remercions encore. Nous allons rappeler à celles et ceux qui nous découvrent ce soir le principe de l'émission. Nous allons commencer par l'actualité des femmes de la Caraïbe et puis nous allons enchaîner avec ta grande interview. Alors, exceptionnellement, ce soir, je n'ai sélectionné que 2 actualités de la Caraïbe qui concernent 2 femmes dont j'apprécie le parcours, que j'ai observé depuis des mois, voire des années pour une en particulier. Et puis, ce sont 2 femmes qui sont considérées comme des pionnières, des premières, chacune dans leur domaine. C'est toujours quelque chose d'assez exaltant, de très enthousiasmant et inspirant quand on a l'une des nôtres, une femme caribéenne, noire en plus, qui est nommée première dans quelque chose et qui réussit dans son domaine. Ce soir, je voudrais vous parler de Katharina Jacobson et de la docteure Claudine Gay. Ce sont 2 femmes qui sont premières, qui sont pionnières dans leurs domaines respectifs, mais qui n'ont pas eu le même destin. On va commencer par Katharina Jacobson, première femme guadeloupéenne, docteur en archéologie précolombienne. Alors, pour celles et ceux qui ont la chance de fréquenter ce musée, Katharina Jacobson est la directrice du musée Saint-John-Perse de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et elle vient de soutenir sa thèse en archéologie à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Ses travaux de recherche portaient sur l'héritage amérindien de la Guadeloupe, ce qui fait d'elle, à 44 ans, oui, là je n'ai rien qu'un chiffre, à 44 ans, la première femme guadeloupéenne docteure en archéologie précolombienne. Pour la native du Gosier, il s'agissait aussi de réaliser un travail de quête identitaire socio-historique. Et puis, à la fin de 2023, tout juste après la soutenance de sa thèse, elle a été l'une des 48 lauréats du prix Talents d'Outre-mer qui distingue les originaires des Outre-mer dans plusieurs domaines. L'autre femme, avant que tu ne puisses réagir, Betty, puisque je veux vraiment qu'on puisse soulever la différence de destin de ces 2 femmes, l'autre femme dont je souhaite vous parler ce soir, c'est la docteure Claudine Gay, comme je vous l'ai dit, la première femme présidente, la première femme noire présidente
de Harvard. Claudine Gay, qui a été donc la première présidente noire de la prestigieuse université américaine d'Harvard, d'origine haïtienne, il faut le souligner, Claudine Gay, a été nommée en juillet dernier et elle a démissionné très rapidement le 2 janvier de cette année, 2 janvier 2024, après une vague de critiques après son audition au Congrès américain. Audition durant laquelle elle devait s'expliquer sous des débordements antisémites sur le campus de l'université. Nombre de critiques l'ont alors vivement pointé du doigt pour ne pas avoir clairement condamné les appels au génocide juif. Alors il faut savoir que la Dr Gay a eu une posture que tous les universitaires sont entraînés à avoir. C'est d'abord pouvoir évaluer les faits et pouvoir justement avoir toutes les facettes de l'histoire. Et donc certains lobbies lui ont voulu de ne pas justement condamner fermement. Par la suite, il faut souligner qu'elle s'est excusée en expliquant sa démarche d'intellectuelle. Mais depuis, elle a été la cible constante d'une campagne de dénigrement et surtout de rumeurs remettant en cause la probité de ses travaux universitaires par des médias dits conservateurs. Parallèlement, de gros donateurs de l'université ont menacé de suspendre leurs dons annuels de plusieurs dizaines de millions de dollars. Néanmoins, les raisons exactes de son départ n'ont pas été divulguées, alimentant ainsi les rumeurs et les conjectures. Certains observateurs évoquent aussi des différends internes au sein de l'administration, tandis que d'autres suggèrent des tensions liées aux politiques universitaires. Ce qui est certain, c'est que la démission de la Dr Gay laisse un vide important à la tête de l'une des institutions éducatives les plus prestigieuses au monde. Les réactions au sein de la communauté estudiantine et du corps professoral ont été mitigées. Nombreux sont ceux qui expriment leur inquiétude quant à l'avenir de l'université sans le leadership de la Dr Gay, soulignant son rôle crucial dans la promotion de la diversité et surtout de l'inclusion. D'ailleurs, une tribune de plus de 700 professeurs d'université, de plusieurs universités américaines et internationales, s'oppose aux appels à la démission du Dr Gay. Je cite, « Nous vous demandons instamment de défendre l'indépendance de l'université et de résister aux pressions politiques, y compris aux appels à la destitution de la présidente Claudine Gay, qui sont contraires à l'engagement d'Harvard en faveur de la liberté académique. La protection cruciale d'une culture de la libre pensée dans notre communauté diverse est impossible si nous la laissons dicter par des forces extérieures. » Peut-on lire dans la tribune. Et puis, l'histoire, après, on la connaît. La Dr Gay a fini par démissionner et elle a déclaré, je cite, « qu'il a été compliqué de voir le doute planer quant à mes engagements et faire face à la haine et effrayant de faire l'objet d'attaques personnelles et de menaces alimentées par du racisme. » Fin de citation. Depuis, le conseil d'administration de Harvard a annoncé la mise en place d'un comité de recherche pour trouver le successeur de la Dr Gay. Alors, Betty, ma très chère Betty, toi qui es une pionnière dans la tech, l'une, si ce n'est la première femme guadeloupéenne noire à s'être lancée dans ce domaine si masculin, donc tu sais ce que c'est que le poids, la pression sur les épaules des femmes caribéennes noires qui sont pionnières. Qu'est-ce que cela t'inspire, cette différence de destin entre Katharina Jacobson et la Dr Gay? Déjà, je pense que c'est pas le même poids de symbole. Sans démériter, je pense que Mme Jacobson, elle est jeune et neuf dans la fonction et dans le processus de leadership. Donc, elle est jeune diplômée, donc j'ai envie de dire que s'il y a des bois, ça arrivera après. Donc, c'est pas anormal qu'au début, elle sert de transition et que sa fraîcheur, ses recherches puissent apporter un peu de renouveau au sein de l'institution qu'elle représente, à savoir le musée Saint-John-Perse. Et il faut savoir aussi que sur certains territoires, le poids d'influence politique ou familiale pour représenter des institutions peut peser. Je n'oppose pas, ou j'ai du mal à comparer, parce que pour moi, même si c'est deux informations importantes, celle de Claudine Gay apporte vraiment une autre dimension et qui a
caractère à étude pour le leadership féminin pour des dizaines et des dizaines d'années encore, puisqu'en réalité, première fois en fait qu'on a vu un petit peu sa démarche, elle sortait en fait de plusieurs épreuves avant d'être élue. Il faut savoir qu'elle a pris place après un certain Laos Bikor, qui était en fait, qui avait 70 ans, il avait atteint la limite d'âge, et il faut bien comprendre, il était le fils d'une survivante du peuple. Donc c'est un symbole par rapport à énormément de donateurs, d'anciens leaders ou de supporters de Harvard au niveau mondial. Ensuite, parmi les éléments, elle était positive pour elle. Elle avait tenu un programme d'inclusion qui était très audacieux, à faire en sorte que les personnes qui n'avaient pas tout le capital de départ puissent quand même suivre le parcours à Harvard qui est très lourd et être accompagnées par des donateurs, par des soutiens et des professeurs qui soutenaient sa démarche. Donc c'est quelque chose qui est long. Bien sûr, elle a eu énormément de choses en termes d'épreuves, notamment par une autre femme, entre guillemets, de couleur, à savoir une latino-américaine, qui s'affrontait par rapport à la reconnaissance de ses recherches, parce que ses travaux ont été dénoncés par Claudine Gay. Et ironie du sort, vous voyez c'est un backlash, c'est une espèce de retour du bâton. Tout à fait, mais il faut savoir, entre guillemets, que on reproche des éléments de plagiat à Claudine Gay, alors qu'on sait que tout le monde sait que dans les travaux universitaires, forcément, il y a des référentiels, on reprend certains éléments de langage, etc. Et dans les faits, on ne vous dit jamais à quel moment elle a eu trois thèses. Laquelle de ces thèses fait objet de plagiat, quel passage, etc. Tout est dans le flou, de façon à ce qu'il y ait un loup et que le discrédit soit sous son image, et alors qu'elle a tellement bossé, tellement dur par rapport à son milieu, parce qu'elle est enfant d'immigrés. D'ailleurs, il y a une excellente enquête journalistique de New York Times qui démontre par A plus B que finalement, ce soupçon de plagiat, c'est quelque chose qui a été orchestré politiquement pour pouvoir discréditer Claudine Gay et son action. Tout à fait. Et quand je vous dis aussi, c'est un objet de démolition, entre guillemets, d'une œuvre de leadership féminin. Très souvent, les femmes, lorsqu'elles sont leaders ou elles doivent accéder à des positions de leadership, avant d'y accéder, elles vont bosser. Elles vont bosser 10 fois plus que les autres. Et on va dire, elle est bosseuse, etc. Donc parfois, certaines bosseuses sont reconnues et obtiennent une promotion avec un soutien sous condition, avec l'épée de Damoclès, toujours sur sa tête. Et il s'avère que, oui, elle a bossé, donc elle a obtenu ce suffrage de ses pairs pour devenir présidente. Mais or, il faut savoir que tout son programme et certains renouveaux et certains intéressements qu'elle a emmenés, c'était au moment où, comme par hasard, au niveau de Harvard, les sommes étaient folles. Plus de 50 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que des entreprises. C'est quelque chose d'assez fort. Autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que très clairement, elle affichait une ambition d'égalité, et c'est pas possible dans une société américaine où, entre guillemets, il faut se distinguer, il faut être le meilleur. C'est la prime à celui qui dépasse l'autre, etc. Enfin, qui challenge l'autre. Il y a un rapport très différent par rapport à la façon dont on doit gagner son pain, de la façon dont, etc. Donc, quelque part, elle apporte un côté socialiste. Et on sait ce que le McCarthyisme a été utilisé, ou la lutte contre le communisme a été utilisée pour détruire que ce soit des hommes ou des femmes en position de leadership aux États-Unis. Donc, c'est une longue histoire qu'il faut prendre en compte là-dessus. Et il se trouve qu'en plus elle était noire et qu'elle est noire et d'origine haïtienne en plus. Je t'avoue, Betty, que lorsque j'ai vu la nouvelle de sa nomination en juillet, j'ai tout de suite eu une crainte là concernant. Je me suis dit, oh là là, voilà une femme qui, en plus noire, caribéenne,
est première, encore une pionnière. Pour moi qui suis passée par là et pour d'autres femmes caribéennes de couleur que je connais également, je pense à tellement de jeunes femmes en position de leadership, des directrices de cabinet, des femmes chefs d'entreprise, des élus également qui ont été pionnières ou qui sont pionnières dans leur milieu et qui ont tellement souffert de cette position également. C'est vrai qu'il y a un côté assez glorieux à être une pionnière, mais ça va aussi avec son lot de souffrances et de tentatives de démolition du symbole. Et j'ai pensé tout de suite à Dominique Anglade, tu sais, l'ex-ministre de l'économie au Canada qu'on avait rencontré et qui était aussi ministre du numérique et de l'économie innovante et qui est d'origine haïtienne, qui a été chef du Parti libéral québécois, qui a hérité du PLQ en décomposition, qu'il a relevé et on l'a utilisé, on l'a jeté comme un sale mouchoir. Et ça, l'histoire du Dr Gay m'a rappelé aussi Dominique Anglade et je me suis dit, mon Dieu, il y a des moments où on aimerait ne pas avoir raison. Oui, peut-être, mais en l'occurrence, là, c'est des multifacteurs qui arrivent parce que dans son cas, il y a quand même eu des soupçons de collusion, c'est-à-dire que en gros, elle était la cheville ouvrière du parti pour amener de l'argent. Et quelque part, elle a payé pour beaucoup d'autres qui étaient cachés, dont Justin Trudeau. Tout à fait. Selon les informations que j'ai lues, hein, après, bon, ça peut être soumis à critique. Mais toujours est-il, c'est que il y a vraiment, elle a servi de fusible. Et donc, ce qui veut dire qu'elle n'avait pas à succès ses arrières. Il faut savoir que dans la partie comment on démolit très souvent les femmes, on va utiliser d'autres femmes publiques qui vont être soit en concurrence face à une autre femme, soit être celles qui vont dénoncer ou qui vont faire du gossip par rapport à créer des rumeurs par rapport à la dite femme qu'on veut démolir. Mais c'est rare de voir des hommes affronter directement des femmes leaders parce que sinon on va les accuser de misogynie ou voilà, enfin, et donc c'est assez malin, c'est toujours indirect. Ils utilisent entre guillemets l'approche de proxy, une guerre par proxy, donc on fait en sorte d'avoir des intervenants pour le faire. D'ailleurs, pour revenir rapidement à Claudine Gay, il faut savoir que depuis 2014, il y avait eu ce qu'on appelle en fait le problème des student for fair admission, c'est-à-dire que des étudiants qui étaient blancs, qui estimaient qu'ils devaient être admis et qu'il y avait un racisme inversé. Et donc, elle avait hérité de cette patate chaude, alors qu'elle avait à peine 6 mois, elle arrive en juillet 2023, donc elle héritait de cette situation, donc... Et on lui a dit, tiens le bébé avec la bombe là-dessus. Et Dominique Anglade, pareil, tous les systèmes de financement de certaines actions politiques, etc., il y a pas mal de choses dont elle a hérité. Et elle se pensait soutenue. Ouais. Mais dans la démarche de leadership, on est souvent seul. La logique demeure la même finalement. On arrive sur une situation de crise ou une situation hyper tendue où il faut faire preuve d'un leadership assez tranché et tranchant et prendre des décisions qui sont parfois difficiles pour faire avancer le dossier. Et puis une fois que le sale boulot est fait, on vous jette comme un vieux mouchoir. Ça me fait penser à la première ministre française aussi, d'ailleurs. Oui, elle a fait le sale boulot. Et tout le monde dit, elle a été une bonne bosseuse. Et moi, je veux dire, je pense à la sénatrice Jasmin en Guadeloupe. La nana, elle bossait, mais comme une malade. Elle n'avait pas de vie privée, elle n'avait pas de nuit. Et j'ai envie de dire à certaines femmes leaders, arrêtez de bosser, quoi. Allez fumer un joint ou allez allez courir plein de mecs, vous faites quelque chose d'autre, mais stop, quoi. Arrêtez de bosser. On précise pour l'ARCOM que l'abus de substances est nocif. Mais on entend quand même le conseil de Betty Fossa. Mais pour ça, il faudrait aller en Dominique tranquillement. Je précise que je ne consomme aucune substance. Et voilà. Bon.
Betty, merci pour ton analyse très éclairée. Avant d'entrer dans ta grande interview, nous allons écouter le premier morceau que tu as choisi. C'est le morceau Wonderful de Kassav que l'on écoute tout de suite. À tout à l'heure. On vient donc d'écouter Wonderful de Shades of Black, produit par Kassav pour la précision, pour être tout à fait exact. Merci Betty de m'avoir rappelé cette chanson extraordinaire que je n'avais pas réécoutée depuis des lustres et des lustres. Pourquoi as-tu choisi ce son? Ben tout simplement, j'ai déjà en fait, je l'ai réactivé dans ma mémoire et je l'écoute en fait presque chaque semaine. Depuis à peu près 1 an, 2 ans, grâce à ma fille qui a fait une expo sur Kassav, et ce que le zouk et le zouk. Donc voilà, elle m'a fait réécouter et du coup waouh. Et puis ça m'a fait penser à une chose qui est simple, c'est que je me sens tellement caribéenne, parler anglais, français, créole. On a une culture
qui est spécifique, c'est notre culture. Tout à Et fait. c'est notre force. Et moi, je voudrais dire à toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes qui arrivent, ne négligez pas votre culture parce qu'elle est unique. Personne ne doit vous faire oublier ça. Et je pense à la députée, moi je l'amène néo-zélandaise, qui s'appelle Anna Wawiti. Elle est arrivée dans l'Assemblée. Qui a fait son haka. Ouais. Qui était Magnifique. Incroyable. Et qui a fait, moi, ça m'a fait frissonner quand La je l'ai chair de écouté. poule, ouais. C'est pas possible. Et on a besoin de ça. On a besoin de se repérer. On a besoin d'être connecté. Et je pense que beaucoup de pays de la Caraïbe, Saint-Martin, Guadeloupe, Haïti, Dominique, etc., on veut trop utiliser, entre guillemets, l'habit de ceux qui financent ou ceux qui sont, entre guillemets, nos partenaires. Se standardiser. Voilà. Et on oublie trop qu'on a une force culturelle qui nous rapprochait tellement dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Mais à partir des années 2000, on a commencé à se perdre en se conformant à des institutions, à des obligations qui nous mettent dans des cases. Mais il faut qu'on arrête. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à changer quelques approches, et même au niveau des collaborations professionnelles. J'ai bousculé tout ça de ma tête. Je suis caribéenne, je suis afrodescendante, et ça change en fait ma façon de penser le travail, penser la relation. Excellent, on va en parler. Je souriais, je rigolais un petit peu quand tu as dit que tu es caribéenne parce que on a vécu des petites anecdotes assez intéressantes lors du World Queer Music Festival à la Dominique récemment, toi, une autre amie et moi. Et je peux vous dire, hein, chères auditrices, chers auditeurs qui nous écoutez, que Betty, effectivement, c'est la Caraïbe vivante. Alors, notre chauffeur de taxi nous avait complètement oublié à 3h du matin, après la deuxième nuit du festival, et il pleuvait des cordes. Le set de Tabou Combo venait de se terminer et on voulait rentrer. Et on habitait loin, on était jusque dans le territoire Kalinago, donc à 1h20 de route de Roseau. Et là, on attend le mec, on l'attend, il ne répond pas au téléphone. On est sous la pluie, comme ça, 3 nanas complètement paumées à 3h du matin, au milieu de Roseau, pendant que Kalash commence à jouer, en plus, dans le stade. Et on était vraiment vénères parce qu'on voulait voir Kalash, mais il nous fallait rentrer et le gars nous a planté. Betty a sorti son téléphone et elle nous a trouvé un taxi qu'elle connaissait depuis plus de 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas eu le gars, mais elle avait déjà bâti une relation très intéressante avec lui. Donc c'est ça aussi la Caraïbe, et vivre ça, ça dit tout, des relations aussi qui sont très intéressantes, qui sont très personnel, et on est dans aussi quelque chose que l'on ne retrouve pas ailleurs. Donc je voulais témoigner de ça. C'est une petite anecdote qui a l'air peut-être de rien, mais qui dit beaucoup aussi du personnage et de cette relation si particulière qu'on peut développer dans la Caraïbe. Alors, on a déjà beaucoup parlé, Betty, mais là, il faut qu'on entre justement vraiment chez toi. Qui est Betty Fosta? Comment te définirais-tu? Alors, si je devrais me définir, j'ai envie de dire, je suis multipotentielle et multifonction. Je fais pas mal de choses. Alors, juste une chose, on me reproche parfois, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces titres ou tous ces trucs? Comment tu fais pour avoir du temps pour occuper ces fonctions? Mais des choses qu'on ne reprocherait pas à un homme en plus. Non, mais c'est systématique. Mais maintenant, souvent, c'est bizarre, hein. Ce sont les femmes, 9 fois sur 10, ce sont les femmes qui me reprochent ça. Incroyable. 9 fois sur 10. C'est rare qu'un homme me reproche ça. Puisque dans les faits, ils le font. Ils font même pire. Mais malheureusement, ce sont les femmes, très souvent. La dernière fois, je n'ai pas été forcément très tendre avec une jeune fille qui venait en plus présenter son CV, demander un emploi. Je lui ai dit clairement, je sais pas le fait que je sois partout, etc. Je suis là où je dois être pour poursuivre mes engagements, mes rêves et mes ambitions. Je te conseille de faire de même.
Voilà. Et elle s'est excusée. Je lui ai dit, mais il n'y a pas à s'excuser. C'est bien, on a échangé. J'espère que vous avez compris ma position. Alors, bon, C'est dire on la va. force des représentations limitantes qui concernent les femmes aussi et comment elles ont été bien intégrées. Oui, elles sont très bonnes comme assistantes ou elles vont faire le sale boulot ou le gros boulot et ça va être signé par un autre. Mhm. Alors tous les hommes ne sont pas des salauds, des méchants. Beaucoup d'hommes accompagnent leur épouse, leur Tout à fait. fille ou une femme de talent. Et j'ai envie de dire que même dans mon parcours, dans les rôles modèles, il y a aussi bien des hommes que des femmes. D'ailleurs, l'une des premières personnes qui m'a poussé à faire en fait des engagements, ça a été un homme puisque j'ai candidaté pour représenter les étudiants de Paris 5 à la Sorbonne. C'est un homme qui était responsable de la faculté. Il m'a dit tu devrais représenter les étudiants. Essai. Ensuite, quand il y avait en fait un dossier pour aller, je veux dire, au niveau d'un sommet pour la francophonie, pareil aussi, m'a suggéré de candidater, parce que je fais un courrier comme beaucoup d'autres personnes, et j'ai été sélectionnée parmi tous les candidats qui venaient de la France entière. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est bien quand il y a des personnes qui suggèrent, c'est pas pour autant qu'on tient la personne par la main, mais un petit mot gentil, un petit geste, une suggestion, ça change la donne. Alors, qui je suis, quand même, je vais répondre à cette question. Alors, on va dire, si on doit définir, je suis passionnée de technologie. C'est parce que j'ai vraiment fait de ça ma passion. Au départ, si on Comment ça t'est devait... venu cette passion? Mais en fait, il faut savoir que j'ai fait avant tout des formations qui n'ont rien à voir. Déjà au bac, c'est une formation pour être infirmière. J'ai réussi mes concours d'infirmier. Après, je me suis dit après avoir travaillé dans les milieux hospitaliers, j'aimais pas ça du tout. Donc rapidement, j'ai poursuivi mes études dans les sciences humaines, sciences sociales, relations, sciences politiques, etc. Sociologie. Donc j'avais une double formation à la fois en sciences politiques et en sociologie. Mais je sentais que j'ai toujours associé ça aux technologies, à la réalisation web, etc. J'ai accompagné en fait la mise en place de projets Internet pour des laboratoires. D'abord, ça a commencé avec l'ICHA à Paris 5 Sorbonne. Ensuite, le CAGI au niveau de l'Université des Antilles. Et donc, j'étais passionnée de technologie, de la veille et de l'advocacy au niveau d'Internet. Donc de cette passion, je m'ai fait un métier. Je me suis dit que je pourrais proposer en fait des solutions innovantes. Il manquait en fait des sites web qui parlent de notre culture, qui parlent de notre savoir-faire, qui parlent de nos sciences. Donc je me suis lancée là-dedans en disant que il faut pas simplement entre guillemets faire des projets ou des sites commerciaux, mais il faut que ça soit suffisamment intelligent pour que ça puisse valoriser notre expertise ou autre. Et pourquoi pas aller vers l'innovation certaines fois. D'ailleurs, c'est pour ça en fait que je me suis toujours mis en tête que l'innovation, c'est ce qui va nous sortir un petit peu au niveau de ce marché. Parce Alors que, justement, parlons de l'innovation. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse dans notre discussion. C'est un concept qui est devenu très à la mode chez certains politiques et qui mettent ce concept-là à toutes les sauces, sans pour autant toujours maîtriser ce que ça veut dire, innovation. Est-ce que l'innovation, c'est forcément lié aux nouvelles technologies? Et c'est quoi exactement innover? Alors, l'innovation, ça correspond déjà, premièrement, à un référentiel. Il faut savoir que au niveau mondial, vous avez pas mal d'unités, pas mal de structures qui vont aller dans des organisations internationales créer des normes pour dire c'est quoi l'innovation et parler en fait des types d'innovations qui sont reconnus. Donc on a créé des référentiels pour dire voilà pour l'innovation de rupture, c'est-à-dire que créer quelque chose qui n'existe pas encore dans cette planète, voilà ça correspond à tel référentiel. Créer l'innovation d'usage, par exemple, il peut y avoir un outil ou un objet qui est fait pour quelque chose, on change d'usage, on apporte un élément de plus, on fait une innovation d'usage. Et troisième type d'innovation, c'est une innovation en fait de service, c'est-à-dire que on va créer des éléments de serviciel. Donc c'est très souvent dans le logiciel ou les services ou la normalisation ou la codification qu'on va apporter des innovations.
Et donc, ces innovations sont réglementées au niveau mondial, sont notées et mises dans des normes, notamment, vous avez en fait le référentiel d'Oslo, qui permet d'indiquer que votre projet est innovant ou pas. Alors, malheureusement, pour beaucoup de gens, créer un site web ou créer une application mobile, c'est l'innovation. Ça, c'est dit. Ce n'est pas... Voilà. Et malheureusement, c'est pas du tout ça. Parce que si vous créez, entre guillemets, peut-être vous pouvez créer un concept, mais on n'est pas dans la brevetabilité de concept au niveau européen. Parce que là aussi, lorsqu'on parle de l'IP, la propriété intellectuelle, là aussi, il y a énormément de règles qui s'appliquent et des organisations qui doivent arbitrer sur en fait, à qui appartiennent les idées ou les concepts et les implémentations vers des solutions concrètes et qu'est-ce que ça change, quel est l'impact en fait de ce qu'on a innové sur notre cible. Et donc là-dessus, ça veut dire qu'on doit répondre à des standards, répondre à des concepts et parfois travailler dans l'innovation, faire de l'innovation, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps, en hommes. Et bien sûr, ce n'est pas que de la communication. Mon seul regret sur nos territoires, c'est de faire beaucoup de mousse et très peu de chocolat. Et donc, et après, lorsqu'on va au niveau international ou autre, ça crée des déséquilibres. Il faut savoir que... Donc, concrètement, ce que tu es en train de nous dire, Betty, c'est qu'on nous prend pour des clowns à l'international quand on va avec nos applications et nos sites web que l'on présente comme innovants chez nous? Oui, parfois. Et puis souvent, on manque d'ambition. C'est-à-dire qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour faire des événements ou de la com, etc. Et on va oublier l'essentiel. C'est-à-dire que notre solution doit s'appuyer sur peut-être des algorithmes qui vont changer la façon dont on va répondre à un client, la façon dont on va accompagner des usagers ou toucher une cible ou des marchés de niche, etc. Et on fait pas attention à tout ça. Et donc, moi, j'ai pu l'expérimenter, puisque bon, je n'ai pas précisé, mais au niveau en fait d'une organisation qui accompagne les entrepreneurs, Entrepreneurship World Cup, c'est-à-dire c'est un prix à l'international pour l'innovation. J'ai accompagné en fait des structures pour des concours à l'innovation dans la Caraïbe. On a eu plusieurs fois des gagnants issus, entre guillemets, des staffs que je suivais, qui étaient souvent issus de la Martinique, puisqu'il y a quand même un terreau assez fort. Et il y a eu une compétition au niveau de toute la Caraïbe, de Trinidad, Curaçao, jusqu'à la Jamaïque. Mais on souffre beaucoup, pas simplement sur les territoires francophones, mais sur toute la Caraïbe, on souffre du symbole du clocher de la petitesse de nos îles. On pense que parce qu'on n'a pas quelque chose sur nos îles, ça suffit à faire de l'innovation, parce qu'on a fait une application, on est dans l'innovation. Or, lorsqu'on dégage sur ce genre de projet, il faut vraiment avoir une vision globale. Et donc, parce qu'il faut pouvoir scaler après, puisque c'est clair Exactement. Que la taille de nos marchés n'est pas assez importante, n'est pas assez critique pour pouvoir, on va dire les choses de façon très triviale, gagner de l'argent. C'est ça. Donc, en fait, en réalité, on a besoin de tester sur nos marchés, mais il n'y a qu'une réalité qui est vraie. Think big. Think very big and fast. Et fast. Ça, c'est très important. Ça, je pense que c'est nécessaire que les administrations et les institutions qui accompagnent l'innovation en termes de financement et qui bien souvent récupèrent les innovateurs à des fins politiques et de communication puissent l'entendre. Parce que combien de fois on a vu, Betty, des jeunes entrepreneurs innovants qui ont des idées, qui ont besoin d'aller vite, et puis on a des instructions de dossier qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, et là c'est fini. Oui, malheureusement, le temps des entreprises n'est pas le temps des administrations. Et très clairement, il y a une vraie différence en termes de prise de décision, même si, entre guillemets, il y a une démarche administrative, on manque cruellement de personnes qui soient derrière l'opposition, qui disent ouais, « Ok, sur le principe, c'est oui ou non ». Et quand on a un oui ou non, même si après, pour la cuisine interne, ça prend du temps, c'est pas grave. Mais même pour le oui, on vous fait croire de manière informelle qu'il y a un oui, et puis 2 ans après, il n'y a pas de oui. Et ça, c'est vraiment mortel pour des gens qui
au bout d'un moment, ne croiront plus à la parole publique. Mm. Or, la parole publique doit créer un terreau favorable sur nos territoires et on a besoin de ça. Et donc, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que depuis 1 an, 2 ans, il y a une vraie démarche d'organisation internationale pour s'intéresser à la Caraïbe, impulser un peu de dynamisme, etc. Mais bon, on a encore beaucoup à faire pour faire des projets qui touchent beaucoup de territoires. On a la chance quand même, bon, sur les grosses îles comme la Jamaïque ou Trinidad, d'avoir des acteurs importants qui sortent des solutions intéressantes. Mais, que font ces territoires bien et vite que l'on pourrait récupérer en termes de bonnes pratiques, au moins sur la Caraïbe française, pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse créer justement un environnement favorable à l'innovation et à l'économie disruptive? En réalité, on se côtoie, mais on n'est plus dans une démarche où on est en symbiose, où on travaille ensemble. Malheureusement, je veux dire, on a créé ce qu'on informatique, on crée des VLAN, c'est-à-dire on a plusieurs espaces qui se côtoient, qui se touchent pour des events, mais on ne travaille pas ensemble. Malheureusement, on n'est pas dans une dynamique où la coopération est forte. Parce que ça fait longtemps et après parfois il peut y avoir un petit événement, un petit projet, le temps de financer le projet où on suit un programme, mais sur du long terme, il n'y a pas cette volonté des marches politiques d'adresser une dynamique commune pour construire un marché, parce que vous imaginez, entre des populations entre 150 000 et 1 million, vous avez plus de 60 millions d'habitants sur toute la Grande Caraïbe. Vous, tout de suite, bon, j'exagère un peu, mais bon, si on dit 15 millions pour Haïti, vous avez pour le reste des territoires à peu près... oui, quand on dit la Grande Caraïbe, il y a la Caraïbe continentale, hein, le nord de l'Amérique du Sud et puis le sud de la Colombie, de l'Amérique du Nord, hein, tout ça, donc on y est. Guyana, etc. Enfin, il y a ça. Et puis là, je compte aussi la diaspora, bien sûr, qui non seulement investit, travaille et qui a toujours un regard sur le territoire. Donc vraiment, c'est la Grande Caraïbe au sens les gens qui y habitent, ceux qui touchent la mer des Caraïbes, plus la diaspora qui est importante en termes d'investissement sur les territoires. Très bien. Alors Betty, c'est vrai que l'un de tes de tes phares aussi dans ta façon d'aborder les solutions numériques et innovantes, c'est l'open source. Depuis le début, avec IPEOS, ton entreprise, tu développes, tu privilégies en tout cas les solutions open source. Déjà, pour celles et ceux qui ne sont pas initiés, explique-nous qu'est-ce qu'une solution open source et pourquoi tu les favorises. Alors, disons que pourquoi c'est important de travailler avec l'open source? Première chose, c'est que lorsque vous travaillez avec une approche informatique ou Internet open source, c'est que vous prenez conscience que non seulement on se repose sur des épaules de géants, on peut récupérer les codes sources, les amender, progresser et donc aller encore plus loin à partir de ce que d'autres ont laissé. Mais en plus de ça, vous travaillez aussi sur des richesses de proximité. Lorsque vous avez des experts qui sont sur le territoire, ils font en sorte de pouvoir apporter localement de la richesse, de la formation, des solutions. Tandis que si vous avez une logique de licence, une licence Microsoft, Google ou n'importe quoi, toute la richesse part ailleurs. Et ça, c'est un point qui est important à comprendre, c'est que l'approche et la volonté open source, c'est cette question de richesse de proximité. Même si on a quand même des grands acteurs comme Google qui font partie des investisseurs au niveau de l'open source. Donc ce n'est pas opposable, attention. D'autres choses en plus, c'est que dans la démarche open source, c'est qu'on est toujours en constante innovation et compétition et collaboration. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent être concurrents, qui peuvent bosser ensemble sur des bouts de projet. Et lorsqu'on fait de la recherche et du développement, utiliser cette approche, ça permet en fait d'avoir un rapport gagnant-gagnant. Et ça, c'est intéressant aussi. Beaucoup de gouvernements ont créé en fait des feuilles de route pour les administrations basées sur l'open source parce que ça leur permettrait d'avoir des ressources et avoir une durée très longue de leur informatique. Et ça, c'est important quand même parce que sinon, ça coûte extrêmement cher
d'être dépendants de l'extérieur. Et puis en termes de souveraineté de leur gouvernement, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut se poser. Ensuite, sur la question donc de la pérennité et de la longévité et de la durabilité des solutions open source, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris par ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, une approche où on doit avoir des cycles de vente, il faut que les vendeurs vendent rapidement les solutions et voilà. Donc vous verrez que très souvent les solutions open source, il y a moins de bugs, il y a moins de questions d'obsolescence programmée également. Donc c'est quelque chose aussi à retenir par rapport à cette démarche. Et puis très clairement, quand vous êtes décideur public, vous voyez que ça peut donner beaucoup d'emplois et de la formation aux jeunes de votre territoire, il n'y a pas photo. Très bien. Donc, en quelque sorte, une sorte de démarche éthique également derrière. Alors, c'est vrai, Betty, quand je t'entends parler de toutes ces choses, c'est toujours très passionnant. En plus, tu en parles avec un véritable engagement et une véritable vision à 360 degrés, avec cette capacité de connecter plusieurs enjeux à la fois. Et ça, c'est très intéressant. Je reconnais là les qualités d'une experte internationale également, puisque tu as été évaluateur pour l'ONU quand tu étais très jeune. Et je sais que tu retournes à tes premières amours internationales également et que tu collabores avec des structures caribéennes. Mais j'aimerais qu'on puisse mettre l'accent sur le fait que tu as intégré le board l'ICANN. Et ça, c'est très, très important. Je ne sais pas si les décideurs de notre région se rendent compte de la portée de ta nomination à ce board. De mémoire, hein, tu es la seule femme noire à ce board en ce moment. De quoi s'agit-il exactement et qu'est-ce que vous y faites? Alors, je vais quand même rectifier. Il y a ce qu'on appelle le board ICANN qui est un autre processus, mais je fais partie, entre guillemets, de l'organisation NOMCOM, un comité de sélection et de prise de décision pour nommer, en fait, les postes de leadership pour ICANN. C'est-à-dire que cette organisation va être l'instance qui va étudier les candidatures pour tous les postes de leadership qui se libèrent à ICANN. Alors, pour rappel, ICANN, c'est, on va dire, c'est le plombier de l'Internet. C'est-à-dire que sans cette organisation-là, vous n'avez pas d'adresse Internet. Vous n'avez pas Donc, c'est la gouvernance mondiale de l'Internet. Voilà, et vous n'avez pas d'adresse IP, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réseau. On ne peut pas se connecter, se parler, se téléphoner, etc. Donc, tout l'écosystème et l'industrie de l'Internet dépend de cette organisation qui est en fait le petit-fils de ARPANET et de YANA. Et donc, le fils de YANA, en fait, des organisations qui ont été créées par les États-Unis au moment de l'épopée de l'Internet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc c'est une organisation qui est très, très importante, très stratégique et qui a besoin, entre guillemets, qui a besoin, entre guillemets, de personnes, d'experts qui viennent du monde entier. Et effectivement, bon, alors, je ne regarde pas forcément le fait que je sois la seule noire, enfin, oui, peut-être que dans les faits, je le suis, mais ce qui est important, c'est que j'apporte la vision, non pas simplement la question de la diversité, mais j'interroge aussi sur certains textes ou certains éléments de prise de décision. Notamment, il faut savoir que lorsqu'on prend des décisions à ce niveau-là, on a non seulement des textes qui peuvent évoluer, mais on a aussi des matrices de prise de décision. Et donc, je fais partie des personnes qui peuvent amender, faire évoluer ces matrices-là. Et je prends plaisir, entre guillemets, à faire ça. J'aime les policiers publiques, enfin les actions dans la politique publique, créer en fait des régulations, des éléments de régulation. Et j'ai appris à faire ça depuis quelques années quand même dans ICANN. Depuis 2018 où j'y suis. Et je continue mon cheminement dans cette organisation qui est extraordinaire, où j'apprends beaucoup, mais où je donne aussi de mon expertise. Et puis bon, ça, il faut savoir que après on le voit sur la façon dont les décisions peuvent se prendre ou les personnes qui arrivent à des positions. Donc voilà, c'est le fruit de mon engagement.
Très bien. C'est un monde, la tech, on le sait, qui est essentiellement masculin. Et quand on rajoute encore le facteur couleur, eh bien, le nombre de femmes dans certains postes stratégiques diminue drastiquement. Ce n'est pas trop compliqué pour toi, en tant que femme noire caribéenne, d'évoluer dans un milieu autant masculin? Je dirais que il faut, comme je disais, penser grand. Je ne vois pas les limites. Je ne vois pas qu'il y a de plafond de verre. Et même s'il y en avait, j'aurais cassé avec un de mes membres. Donc voilà, c'est comme ça. J'ose, je suis audacieuse dans ce que je fais. Pareil, hein, donc je peux faire quelques fautes en français, en anglais, ou ne pas forcément être totalement politiquement correct. Mais j'ai envie d'apporter ma pierre, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire changer le monde. Et bien, changer le monde, ça commence avec moi. Mais d'où te vient ce mental d'acier, Betty? Est-ce que ça te vient de ta formation militaire aussi? L'armée m'a beaucoup aidée. Il faut savoir que j'étais super timide, mais vraiment, je n'osais même pas ouvrir la bouche lorsque j'étais adolescente. Et après le bac, j'étais un peu à la rue, hein, puisque bon, j'avais ma famille qui était en Guadeloupe, j'étais en France, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Et donc j'ai fait passer les concours de l'armée, et puis j'ai intégré l'armée en tant que volontaire militaire féminin. Et c'était marrant, mais je me suis dépassée. Moi qui n'étais pas sportive du tout, je faisais des dizaines de kilomètres en petite foulée, mais voilà, je suis devenue sportive. Moi qui n'aimais pas parler, je rigolais fort, j'apprenais à parler avec autrui, à avoir des conversations. Et ça m'a vraiment aidé à me dépasser, à découvrir des personnes qui venaient d'horizons différents. Et surtout, voilà, je me suis dit, mais hop, c'est ça, la vie d'active, etc. Et je pense que ça m'a aidé après, quelque part, je veux dire, à être forte, parce que je me rappelle en fait un événement qui a été très très impressionnant pour moi, après coup, sur le moment. J'étais en fait dans ce qu'on appelle des campagnes où le soir en fait on fait des sports de combat, et dans la forêt, c'était en plein hiver à Rambouillet. Et on était plusieurs, en fait, jeunes à se faire agresser par des anciens, etc. Alors, vraiment, c'est un scénario qui a été mis en place par les chefs. Hein. Seulement, l'objectif, c'était que chaque jeune militaire devait, s'il était faible, en fait, donner son numéro de matricule. Et moi, j'étais la seule sur des dizaines et des dizaines, on était quoi, 60 ou 80, à ne pas avoir donné mon matricule. J'ai donné, en fait, des coups de et un peu partout, surtout entre les jambes de certains gradés. Bien visé. C'est incroyable. Et donc, du coup, moi, ça m'est resté. Enfin, je sais pas, c'est un événement qui est, entre guillemets, marquant. Je me rappellerai toujours. Puis j'ai vu que j'avais du potentiel et puis je me suis jamais arrêtée depuis là. Puis j'ai envie de dire que je suis quelque part chanceuse. Il y a beaucoup de choses. Je viens d'un milieu très défavorisé. Et où j'ai tout perdu avec le cyclone Hugo. On n'avait plus de maison, enfin c'était quelque chose d'horrible après le cyclone Hugo, un peu comme Irma sur Saint-Martin. Et j'ai envie de dire qu'il y avait toujours des petits cailloux, des personnes bienveillantes, même des personnes qui étaient malhonnêtes ou méchantes, peu importe, mais j'apprends toujours, comme disait en fait l'ancien président d'Afrique du Sud, Mandela, peu importe ce qu'on éprouve, ce qu'on a dans la vie, on apprend. Et c'est ma vision optimiste de la vie. On peut perdre des gens qu'on aime, on peut avoir des échecs, on peut être attaqué, mais il faut jamais baisser, jamais régresser, il faut poursuivre. Et c'est ma philosophie, même dans mes engagements au niveau boulot. Même pour mes clients, des fois, ils disent « Oh, mais j'ai pas d'ambition, je vais arrêter le projet. » Je dis « Non, non, allez, on va te trouver des financements. L'argent n'est jamais un problème. Sache qu'il y a de l'argent partout, etc. » Quelle que soit la taille, allez, on y va. Notez ça bien, il y a de l'argent partout. L'argent n'est pas un problème. Money is the key and not a problem. Alors Betty, la dernière question que je voudrais te poser, et je pense que les réponses sont presque toutes trouvées, mais j'aimerais quand même l'entendre de ta bouche. Quels sont les conseils que tu aurais à donner aux femmes, particulièrement aux femmes caribéennes qui entreprennent, parce qu'on l'aura compris, tu es une entrepreneur qui ne lâche rien.
En fait, j'ai un motto qui est présent dans tout mon parcours. C'est dare to act. Ose agir, sois audacieux. Et puis, même si tu es toute seule ou tout seul pour les hommes, agis. Et après, les conséquences, bien sûr, il y en a. Mais quelles que soient les conséquences positives ou négatives, il y a toujours du bon à retirer. Vois le verre à moitié rempli. Sois un optimiste qui a envie de changer le monde en commençant par toi. Très bien. Sur ces bonnes paroles, Betty, je te remercie. Merci encore d'avoir accepté d'être la première invitée de 2024 de Women on Top. Cette émission présentée par Caribbean Boss Lady et Radio Saint-Martin depuis Saint-Martin et que vous pouvez retrouver en replay dès demain sur toutes les plateformes Apple Podcasts, YouTube, Spotify et aussi sur Caribbean Boss Lady. Et puis, pour conclure ce numéro avec Betty Fosta, nous allons écouter la deuxième chanson qu'elle a choisie. C'est No Love d'Arya Starr et Nino. Et sur ce son, nous vous disons à la semaine prochaine et merci encore Betty. Merci. J'suis dans les palabres, mon bébé, silencieux comme le canon. J'ai pas nage, j'ai veillé des diamants sur le médaillon. Il a visé la tête, plus aucune lueur dans les pupilles. Dans la tech, je me revois implicando dans la zincuit. Mauvais Joe, mauvaise idée, on verra peut-être pas le matin. Loquetto, des gros billets, c'est ça qu'apaise mon chagrin. Mauvais Joe, mauvaise idée, on verra peut-être pas le matin. Loquetto, des gros billets, c'est ça qu'apaise mon chagrin. J'ai le feu sur moi, 32 bastos, chérie, je peux pas zouker. Tu connais quoi, pareil la gosse, juste le temps d'un couplet. Ah, Montego Bay, Republica Dominicana. Je demande la paix dans mes prières, niveau quicheta, en vrai ça va. Cramé dans la city, le bac m'appelle pas le nom de famille. Si je suis pas enfermé ce soir, je finis dans tes bras. Je connais pas les limites, j'aime pas trop les nouvelles compagnies. Garave dans un M3, je me demande si tu penses à moi. No love, no love. Outside is a cold world, I know. But me, I got to stay strong. I no go fit to give up, no fit carry last, oh. No love, no love. Outside is a cold world, I know. But me, I got to stay strong. I no go fit to give up, no fit carry last, oh.